tous, merci de l'invitation. Donc, comme on vient de vous l'expliquer, aujourd'hui, je vais vous parler du Web 3.0. Donc, je me présente, je m'appelle Aube, je suis un designer d'origine de la ville de Québec. Depuis environ 5 ans, je travaille à Silicon Valley, où j'ai rejoint tout récemment Google AI. Depuis environ 5 ans, je donne également des conférences à travers le monde sur différents sujets, comme par exemple le design, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. L'année passée, j'avais fait une conférence ici au WAQ sur la blockchain. Et donc, cette conférence-ci, c'est un peu une évolution par rapport à ce que j'avais dit l'année passée. Donc, ceux qui avaient assisté l'année passée, vous allez voir certains parallèles. Donc, le Web a 30 ans aujourd'hui, célébration. Probablement, si vous suivez un peu les actualités, vous avez entendu parler, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y avait notamment des personnes comme Berners-Lee, qui est l'inventeur du Web, qui avait lui également fait parler beaucoup parce qu'il a dit « Pour les 30 ans du Web, je suis un peu déçu de la direction que les choses ont pris. Ce n'est pas nécessairement la vision que j'avais originairement. » Donc, pour comprendre un peu sa perspective, ça vaut la peine de faire un retour sur l'historique du Web. Donc, avant le Web, il y avait Internet, dans les années 60-70. À l'époque, c'était la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et du côté des États-Unis, il y avait un seul système informatique qui contrôlait les missiles nucléaires. Donc, la crainte, c'était qu'en cas d'attaque, si le système plantait, on n'aurait plus accès aux missiles et on serait incapable de se défendre. C'est de là qu'est venue l'idée de créer un système décentralisé de plusieurs ordinateurs distribués à travers le pays. Et donc, en cas d'attaque, le système serait toujours opérationnel et on serait capable de se défendre pour assurer la destruction mutuelle des deux pays. Donc, un début un peu glauque pour Internet, mais c'est de là qu'est venue l'idée d'avoir un système décentralisé d'ordinateurs interconnectés. On avance de 20 ans, donc la technologie continue d'évoluer. En 1990, notre cher ami Tim Berners-Lee va inventer le World Wide Web, qui est la première version du Web qui permet de naviguer facilement sur Internet. Et donc, ça vaut la peine de faire un peu la distinction entre Internet et le Web. Si Internet, c'est la plateforme qui permet aux différents appareils électroniques de communiquer entre eux, le Web, c'est une application parmi tant d'autres qui va utiliser cette plateforme-là. Donc, au même titre que le courriel, la messagerie, les jeux vidéo, etc. Dans les débuts, le Web, c'était principalement utilisé par les chercheurs et les étudiants. Et donc, 5 ans plus tard, on va voir l'adoption grand public du Web avec des nouveaux services comme par exemple Microsoft Internet Explorer et Mosaic. Et donc, c'est la bonne vieille époque, on surfait sur Internet, les connexions étaient extrêmement lentes, les connexions téléphoniques, juste télécharger une image ou une photo, des fois c'était très frustrant. Le design des sites était incroyablement laid. Bref, c'était la bonne vieille époque, c'était le Web 1.0. Et donc, le Web 1.0, c'est un Web décentralisé, c'est-à-dire que ça roulait sur des ordinateurs de monsieur, madame, tout le monde. Ici, on a un exemple de l'ordinateur de Tim Berners-Lee, qui a littéralement un sticker qui dit « Ne pas éteindre parce que ça fait rouler Internet ». Le Web 1.0, c'est un Web open source, c'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quelle compagnie pouvait construire dessus. Donc, c'est ça qui a permis à la création de petites compagnies comme par exemple Google et Amazon, qui n'auraient jamais pu se développer sur un Web fermé, privé. Et finalement, le Web 1.0, c'est un Web en lecture seule, c'est-à-dire que pour chaque millier d'utilisateurs qui naviguaient sur le Web, il y avait seulement une poignée de gens qui avaient les compétences techniques pour partager l'information, pour publier sur le Web. Tout ça, ça va changer en 2005 avec l'arrivée de ce qu'on appelle le Web 2.0. Donc, le Web 2.0, essentiellement, c'est le Web social. On voit l'apparition de compagnies comme par exemple Facebook et Twitter. Et donc, pour la première fois, monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas nécessairement de connaissances informatiques, vont pouvoir publier sur le Web, vont pouvoir partager sur le Web. Et donc, ça vaut la peine de souligner l'importance de l'utilisabilité et du design dans tout ça, parce que qu'est-ce que c'est, dans le fond, Facebook, si ce n'est pas une façon simple pour monsieur, madame, tout le monde de créer leur propre page Web, de créer leur propre présence sur le Web. Si le Web 1.0 est en lecture seule, le Web 2.0, c'est le Web participatif, c'est-à-dire que tout le monde participe, tout le monde interagit ensemble. Mais déjà à l'époque, on voit apparaître certains problèmes, par exemple les grandes compagnies qui facilitent la vie des utilisateurs commencent à établir des grandes frontières sur le territoire du Web. Donc, on commence à s'éloigner du open source, de la liberté des données. Et tranquillement, pas vite, les ordinateurs de monsieur, madame, tout le monde vont se transformer en gigacentres de serveurs qui vont faire rouler ces grosses machines-là. Et le tout va s'accélérer avec l'arrivée des téléphones intelligents qui, comme aujourd'hui, donc, on a tous ces appareils-là qui sont extrêmement puissants, extrêmement intéressants.
Et oui, c'est vrai que ces appareils-là permettent d'accéder au web, par exemple avec des applications comme Safari, Firefox, Chrome, mais malheureusement, ces applications-là sont perdues à travers une mer d'applications qui, encore une fois, sont fermées, privées et opaques. Donc, on s'entend, le terme Web 2.0, c'est un terme marketing, c'est un buzzword qui a été inventé dans les années 2000. À l'époque, Tim O'Reilly, qui est une autre grande figure du web, voyait un peu les choses arriver. Et donc, il a organisé une grande conférence qui s'appelle le Web 2.0 Summit, où toute une série de chercheurs, de penseurs se sont rassemblés pour discuter du futur du web. Et quand on a un terme comme ça, le terme Web 2.0, la question est inévitable. À quoi va ressembler le Web 3.0? Donc, j'ai cherché un peu ce qu'ils disaient à l'époque. Par exemple, les gens disaient le Web 3.0, ça va être le web de l'intelligence artificielle, ça va être le web de la réalité virtuelle. Et bien que toutes ces technologies-là sont intéressantes, selon moi, ce ne sont pas des technologies qui vont transformer le web. Donc, le Web 3.0, il arrive aujourd'hui, en fait, en 2018, l'an passé, il y a eu une grande conférence qui s'appelait le Web 3.0 Summit, qui est à l'image du Web 2.0 Summit, encore une fois, rassemblé toute une série de chercheurs, de penseurs. Et le message est très clair, il y a un mouvement qui est en cours de développement aujourd'hui. Et le Web 3.0, c'est un retour vers la décentralisation du web. Donc, pourquoi redécentraliser le web? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important? La raison, c'est que le web, malheureusement, il est brisé aujourd'hui. Et il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, la publicité. Donc, on sait qu'on navigue sur le web, on ne peut pas s'en sauver, il y a énormément de publicité partout. La raison pourquoi il y a autant de publicité que ça, c'est que par défaut, de façon native, il n'y a pas de méthode de transmission de valeur sur le web. Donc, dans les débuts, même les gens avaient peur de mettre leur carte de crédit et tout. Donc, c'était très difficile pour les business de faire de l'argent, d'avoir des business en ligne. Et la solution qu'on a trouvée, il y a des compagnies comme AdWords et DoubleClick qui sont arrivées et qui ont facilité la vie des business, qui ont dit, en fait, on va offrir le contenu de façon gratuite, on va venir le monétiser avec la publicité. Donc, du jour au lendemain, la publicité est devenue le modèle d'affaires par défaut du web. Ça fait le web qu'on connaît aujourd'hui. Tout le monde utilise les AdBlock, les médias utilisent les AdBlocker. Les médias perdent des revenus, donc la publicité en ligne, c'est beaucoup moins rentable que la publicité dans les médias traditionnels. Et donc, les médias, pour se sauver, vont utiliser des méthodes un peu louches, comme par exemple le clickbait, les fausses nouvelles, la désinformation, pour attirer l'attention des gens, pour venir monétiser cette attention-là. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux un peu toxique qui est causé par le modèle de publicité sur le web. Au-delà de la publicité, il y a le piratage de données également. Donc, comme on le sait, le data, ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Ça vient de la publicité, justement, cette idée que plus on collecte de données sur l'utilisateur, plus qu'on va avoir de la meilleure publicité, ça va faire plus d'argent au final. Donc, il y a une course à la collecte des données dans les grandes compagnies aujourd'hui sur le web. Et ces données-là sont encore une fois rassemblées dans les grands serveurs centralisés et qui sont la cible de prédilection pour les hackers, malheureusement. On l'a vu l'année passée avec Equifax, 143 millions d'Américains qui se sont fait voler leur numéro d'assurance sociale, leur permis de conduire, donc un hack épouvantable. Et c'est facile de dire que Equifax, ils n'ont pas la meilleure sécurité, ils sont un peu dépassés sur le plan technologique. Mais encore une fois, des compagnies comme Facebook, comme Google, qui ont accès littéralement aux meilleurs programmeurs de la planète, se sont également fait pirater l'année passée pour des dizaines de milliers de comptes. Et la raison pourquoi, c'est qu'il n'y a aucun système qui est 100% sécuritaire. Dans la mesure où on commence à rassembler les données des gens dans des serveurs, donc ça crée une porte d'entrée pour les hackers et finalement tous les systèmes vont finir par se faire hacker éventuellement. En 2018, 6,3 milliards de comptes qui ont été piratés. C'est presque un compte par être humain sur la Terre. Et je peux vous garantir que ça va être encore plus cette année. Donc, au-delà de la collecte de données, il y a également les gouvernements en fait, qui font de la collecte de données sur les gens. On l'a vu en 2014 avec Edward Snowden, avec des projets comme par exemple PRISM du gouvernement américain, qui collecte des données sur tous les citoyens américains, mais aussi tous les citoyens à travers le monde. Et il y a d'autres gouvernements, comme par exemple la Chine, qui collecte des données, qui viennent utiliser ces données-là pour donner un score social aux citoyens. Et quand le score est trop bas, on vient bannir l'achat de billets d'avion, l'achat de billets de train. Donc ça fait peur un peu de voir où on s'en va avec la collecte de données aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a également les monopoles, donc j'en avais parlé un peu précédemment, les grandes compagnies qui ont établi des frontières sur le web. Par exemple, des compagnies comme Facebook qui tuent toute la compétition, soit en les copiant, soit en les achetant. On l'a vu par exemple avec Snapchat et Instagram. Amazon également, qui sont gigantesques. Donc Amazon sont bien connus à Québec pour leur site de magasinage en ligne.
mais sont encore plus gros au niveau du cloud. Amazon possède aujourd'hui 40% du cloud, c'est gigantesque. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que quand Amazon plante, ben, c'est la moitié du cloud qui plante avec. On l'a vu l'année passée avec un crash de serveur qui a rendu inaccessible des services comme Slack, comme SoundCloud et Medium pendant plusieurs heures. Donc, littéralement, des compagnies complètes qui sont inaccessibles. Ensuite, la censure. Donc, le fait d'avoir des serveurs centralisés, ça fait des portes d'entrée vraiment simples pour les gouvernements pour venir les bloquer. Et donc, on l'a vu, par exemple, avec la Turquie qui depuis près de 2 ans, aujourd'hui, n'ont plus accès à Wikipédia parce que, comme on le sait, l'accès à Wikipédia, c'est un danger pour la sécurité nationale. Des pays comme la Chine, avec la grande muraille de feu de Chine, mais également l'Inde et la Russie qui commencent à développer des systèmes similaires, donc ça fait peur aussi de voir vers où on s'en va avec ça. La disparition des données, un autre grand problème sur le web. Donc, il y a environ 2000 ans, il y a eu le feu de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était à l'époque probablement la plus grande bibliothèque au monde. Et donc, il y a eu des documents d'une valeur inestimable de l'histoire de l'humanité qui ont été perdus dans le feu de cette bibliothèque-là. Et ça, tout le monde s'entend que c'est quelque chose d'absolument horrible de perdre des documents comme ça. Mais, curieusement, c'est quelque chose qui arrive constamment aujourd'hui sur le web. On l'a vécu, par exemple, avec les pages 404, on essaie d'accéder à un lien, et le lien est juste inaccessible. La durée de vie moyenne d'un site web est d'environ 100 jours aujourd'hui, et 2% des liens disparaissent à chaque mois. Donc ça, c'est le genre de données qui fait vraiment mal quand on pense à l'importance que le web a aujourd'hui par rapport à la transmission du savoir, la transmission de la culture, de voir un peu tout ce savoir-là disparaître sous nos yeux quotidiennement. Il y a des organismes qui cherchent à faire un backup du web, donc par exemple Internet Archive, mais à voir la vitesse auquel le web grandit et disparaît, c'est un combat qui est pratiquement perdu d'avance. Bref, ça va mal. Donc, j'ai mentionné toute une série de problèmes par rapport au web. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, en préparation pour ma présentation, j'ai lu un livre vraiment très intéressant qui s'appelle Designing an Internet de David D. Clark, qui est un des pères fondateurs du web. Et juste dans le nom, en fait, on voit déjà l'intérêt du livre. Quand on lit ce livre-là, on comprend que le web qu'on a aujourd'hui, c'est juste une version parmi tant d'autres qui auraient été possibles. Et donc, l'ensemble des composants de l'infrastructure d'Internet, de l'infrastructure du web, ça a été créé par des programmeurs qui avaient des deadlines, il y a eu énormément de compromis qui ont été faits. Et l'idée du web 3.0, c'est de venir repenser un peu l'architecture du web pour venir régler les problèmes que je mentionnais précédemment. Donc, le Web 3.0, qu'on appelle le Web 3, pour faire court, va amener, selon moi, 3 changements majeurs. D'abord, l'argent va devenir une fonction native d'Internet. Ensuite, les applications décentralisées vont offrir de nouvelles capacités. Et finalement, les utilisateurs auront plus de contrôle sur leurs données personnelles. Donc, on commence avec le premier. L'argent va devenir une fonction native d'Internet. Plus tôt, j'ai mentionné pourquoi il y a autant de publicité sur le web, c'est du fait qu'il n'y a pas de méthode de transmission de valeur par défaut sur le web. Et donc, il y a eu une invention dans les 10-20 dernières années qui a permis de régler ce problème-là. C'est une invention majeure, selon moi, que je place côte à côte avec l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, parmi les inventions qui vont avoir le plus grand impact sur l'humanité dans les 10-20 prochaines années. Et cette innovation-là, c'est... Vous le m'entendez? Bitcoin. Et là, peut-être qu'il y a des gens qui roulent des yeux dans la salle, en ont pas encore une présentation sur les crypto-monnaies. J'en ai fait une l'année passée, j'avais parlé de blockchain, j'avais parlé de Bitcoin, d'Ethereum. Mais un peu qu'est-ce que je disais à la fin dans ma conclusion, c'est que même si au final Bitcoin c'est juste une mode, c'est juste une tendance, même si ça finit par planter, ça a quand même entraîné un effet boule de neige, ça a complètement renversé la manière dont on conçoit la technologie aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire avec cette technologie-là. J'ai expliqué par exemple comment différentes technologies comme la blockchain, la cryptographie, le peer-to-peer networking et les algorithmes de consensus permettent d'amener 2 grandes innovations majeures. Donc la première, c'est que cette idée-là de digital scarcity, c'est que pour la première fois, on est capable de faire des objets numériques qui sont uniques. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que par défaut, quand je transmets de l'information avec les ordinateurs, je duplique l'information. Si j'envoie un courriel, je n'ai pas vraiment envoyé le courriel, j'ai envoyé une copie du courriel. Ça, c'est vraiment pratique si on veut envoyer, par exemple, des films, de la musique, des documents. Mais si je veux transmettre quelque chose qui a de la valeur, comme l'argent, ben c'est vraiment nul parce que si je duplique mon argent n'a plus aucune valeur. Au contraire, avec Bitcoin ou d'autres technologies semblables, quand j'envoie un Bitcoin, c'est un peu comme envoyer un courriel, mais une fois que le Bitcoin est parti, il n'est plus là, il n'est plus en ma possession.
Donc, c'est ça cette idée de créer des objets uniques. Et c'est ça qui va permettre d'avoir à Internet d'avoir sa propre monnaie qui va être 100% native. Et là, quand je parle de ça, souvent les gens me disent « Tourné, on a déjà de l'argent sur Internet, ça ne sert pas à grand-chose. » Comme par exemple, ce matin, j'ai magasiné sur Amazon avec ma carte de crédit, j'ai remboursé avec Desjardins, ça fonctionne parfaitement. Et oui, c'est vrai que c'est possible de transiger de l'argent aujourd'hui sur Internet avec toutes ces technologies-là, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je dois passer par des intermédiaires. Je dois lever la main, un peu comme un enfant, demander à papa, maman, la permission de pouvoir transiger de la valeur avec un autre utilisateur. Donc, la deuxième grande innovation de Bitcoin, c'est que ça permet de faire de la transmission de valeur sans aucun intermédiaire directement sur le web. Et donc, c'est la deuxième innovation, et c'est ce qui va permettre d'arriver de ce que j'appelle l'Internet de la valeur. Donc, et ça, c'est immense. Pensez par exemple comment le Web 1 et le Web 2 ça a amené l'explosion du libre-échange de l'information. Littéralement, tout ce qui était médias auparavant, on pense par exemple aux journaux, aux téléphones, la télévision, les livres, la radio, la photographie, les encyclopédies, c'est tous des aspects de la société qui ont été complètement transformés au cours des 10 dernières années par la technologie. Du jour au lendemain, la transmission d'informations est devenue mondiale, instantanée, gratuite, accessible à tous et en tout temps. Et ça a été vraiment complètement transformationnel, si bien qu'aujourd'hui, avec nos téléphones intelligents, on a la possibilité de parler à n'importe qui, n'importe où dans le monde. On a vraiment l'impression de vivre dans le futur. Mais ce qui est étrange, c'est pas l'explosion technologique qu'on a vécue dans les dernières années, c'est à quel point d'autres aspects de la société sont restés curieusement inchangés malgré la révolution technologique. Et il y a énormément de ces aspects-là qui sont dans le domaine de la valeur. Donc, selon moi, le Web 3.0, ça va amener une explosion du libre-échange de la valeur, de la même façon que le Web 1 et le Web 2, ça a amené l'explosion du libre-échange de l'information. Donc, du jour au lendemain, la transmission de la valeur va devenir mondiale, instantanée, gratuite, accessible à tous et en tout temps. Et là, il y a des projets comme par exemple Bitcoin qui tentent de révolutionner l'argent ou l'or, dépendamment de à qui vous vous adressez. Mais la valeur, ça va bien au-delà de ça. Si on pense à tous les aspects de la société qui ont un rapport avec la valeur, on peut penser à l'immobilier, le crédit, le marché boursier, les contrats d'affaires, etc. C'est immense la révolution qui est possible. Et ça m'amène à mon point numéro 2. Les applications décentralisées vont offrir de nouvelles capacités. Donc, l'idée d'une application décentralisée, c'est de prendre l'ensemble des révolutions amenées par Bitcoin, comme la blockchain, la cryptographie, les algorithmes de consensus, etc., et de venir les donner aux applications web. Donc, comme j'expliquais plus tôt, si Bitcoin, ça permet le transfert de valeur d'un utilisateur à l'autre sans aucun intermédiaire, c'est la même idée pour les applications décentralisées appliquées à toutes les autres applications web. On peut prendre une application comme par exemple Messenger, qui, un peu à l'image des banques avec l'argent, si je veux chatter avec mon ami aujourd'hui, je dois encore une fois, comme un enfant, lever la main, demander la permission à Facebook, et au final, Facebook va posséder toutes les communications privées avec les amis. C'est quand même étrange si on y pense sur le plan philosophique. Donc, au contraire, une application de chat décentralisée comme Aube, que vous pouvez essayer, c'est une application toute simple à l'adresse ici présente, va permettre de chatter directement d'un utilisateur à l'autre sans passer par aucune compagnie, sans passer par aucune entité privée. Donc, le Web 3, c'est un peu cette idée un peu folle de venir décentraliser toutes les applications que l'on connaît, toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui, comme par exemple Airbnb, Twitter, Facebook, YouTube, et de créer des versions de ces applications-là qui sont littéralement décentralisées, qu'aucune compagnie contrôle. Donc, par exemple, Airbnb, on pourrait penser que les gens qui ont des maisons et les gens qui veulent louer feraient affaire directement ensemble à l'aide de protocoles web sans passer par une compagnie. Et là, des applications décentralisées, il y en a des tonnes et des tonnes. Quand je vous dis que c'est un mouvement qui s'en vient, c'est vrai. Dans tous les domaines, que ce soit la monnaie, les banques, les paiements, l'assurance, la publicité, les chaînes d'approvisionnement, bref, toutes les compagnies qu'on utilise aujourd'hui, il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui essaie de construire une version décentralisée de ce service-là. Donc, comment est-ce qu'on fait une application décentralisée? Comme j'expliquais dans le début, c'est qu'on va revoir l'architecture, l'infrastructure du web de ces applications-là et on va venir la décentraliser. J'avais expliqué comme de quoi il va y avoir un nouveau layer de paiement qui va être natif au web avec des technologies comme Bitcoin, mais il y en a d'autres, des crypto-monnaies qui font la compétition à Bitcoin. L'an passé, j'avais aussi parlé de projets comme Ethereum, qui sont un peu comme des machines virtuelles, un peu comme des systèmes d'exploitation qui vont faire rouler du code littéralement sur les blockchains.
Et à ça, je rajouterais le stockage de fichiers. Donc, quand on fait rouler des applications, ça peut être une façon de gérer les fichiers, que ce soit les textes, les photos, les vidéos, etc. Et là, il y a un projet qui s'appelle IPFS que je trouve très, très, très intéressant, qui n'est pas très bien connu aujourd'hui. IPFS, c'est pour Interplanetary File System, et ça se veut une alternative à HTTP qui permet de créer un web local. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aujourd'hui, quand on veut, par exemple, télécharger une photo, on va télécharger à partir d'un serveur sur le cloud. C'est vraiment comme une communication un peu unilatérale entre l'ordinateur et le cloud. IPFS, au contraire, permet d'utiliser les propriétés de connectivité de vos appareils, par exemple le Wi-Fi, pour venir créer un réseau local Internet. Et oui, avec IPFS, je peux encore télécharger une photo, par exemple, du cloud, mais une fois qu'elle est sur mon ordinateur, si je décide à contribuer au réseau IPFS, n'importe qui va pouvoir venir télécharger ce fichier-là à partir de mon ordinateur. Ça amène plusieurs bénéfices, comme par exemple, j'avais parlé plus tôt, donc un bénéfice, c'est de créer un web qui est non censurable. Donc, plus tôt, j'avais mentionné que la Turquie n'a plus accès à Wikipédia depuis près de 2 ans maintenant. Et donc, les programmeurs de l'IPFS ont vraiment créé une version, une copie de Wikipédia complètement décentralisée sur le réseau IPFS, qui est accessible même à partir de la Turquie, donc le gouvernement ne peut absolument rien faire contre ça. Donc ça, c'est le genre d'innovation qui va permettre de s'attaquer au problème de la censure sur le web, comme je l'ai mentionné en début de présentation. Un autre bénéfice qui est vraiment intéressant, c'est que ça va permettre de se déplacer vers un web qui est un peu plus permanent. Donc, pour vous donner un exemple, en préparation pour ma présentation, j'ai fait énormément de recherches, j'ai consulté énormément d'articles, de vidéos, etc., que j'ai sauvegardés dans mes favoris sur mon navigateur. Et je peux vous garantir que dans 1 an ou 2, si j'essaie de retourner à ces ressources-là juste pour me renseigner à nouveau, il va y en avoir une couple qui vont avoir été perdues, qui ne seront plus accessibles, malheureusement. Ce qui est intéressant avec IPFS, c'est si je contribue au réseau, je peux venir sauvegarder ces articles-là que je trouve intéressants, les mettre sur ma machine, et à partir de là, n'importe qui à travers le monde, même si YouTube plante, même si Medium cesse d'exister, si moi je décide de sauvegarder cette partie-là, n'importe qui dans le monde va pouvoir y accéder tout de même. En plus de ça, dans IPFS, c'est un système de gestion des versions. Ça, c'est un peu comme on pense par exemple à Time Machine, qui est un nouveau principe qui est apparu dans les dernières années. La plupart des logiciels ont ce genre de feature-là qui permettent de retourner dans le temps, de voir un peu l'évolution du fichier, par exemple si on a fait une erreur, etc. Donc ça, c'est construit directement dans IPFS, et c'est vraiment ce genre d'innovation-là qui va permettre de régler les problèmes, par exemple la disparition des données sur le web que j'ai mentionné plus tôt. Le troisième point, les utilisateurs vont avoir le contrôle de leurs données personnelles. Jusqu'à présent, c'était vraiment les gouvernements qui avaient le monopole sur la gestion de l'identité personnelle. Donc, par exemple, on peut penser au passeport, au permis de conduire. Mais, étrangement, depuis quelques années, avec l'arrivée des technologies, des compagnies privées sont devenues des gestionnaires d'identité également. On l'a tous déjà vécu quand on essaie d'accéder à un site web, il faut remplir une espèce de formulaire pour donner des informations personnelles sur nous, parfois même un peu trop personnelles. Et ça, c'est difficile à gérer pour toutes les petites et moyennes entreprises. Donc, les grandes entreprises, comme par exemple Facebook et Google, sont arrivées, ont un peu comblé le vide. Ils ont dit, on va faciliter la tâche et se sont installés comme grands gestionnaires d'identité sur le web. Encore une fois, c'est un peu étrange sur le plan philosophique que les compagnies privées qui cherchent à faire des profits soient en charge de notre identité sur Internet. Et donc ça, c'est quelque chose que notre cher ami Tim Berners-Lee n'aime pas vraiment, et donc il essaie de s'attaquer à ce problème-là depuis plusieurs années. Il a fait plusieurs TED Talks sur le sujet, il a écrit beaucoup sur le sujet. Et l'année passée, Tim a annoncé un nouveau projet qui essaie de justement régler ce problème-là. Le projet s'appelle Solid, pour Social Link Data. Et concrètement, comment ça fonctionne, c'est que tous les utilisateurs, plutôt que de donner des informations aux grandes compagnies, on va venir stocker ces informations-là dans un pod pour Personal Online Data Storage. Et donc, on peut penser par exemple au nom, l'adresse, courriel, bref, toutes les informations par rapport à notre identité en ligne. Et ce pod-là va être storé sur un serveur décentralisé de façon complètement encryptée, et l'utilisateur est la seule personne qui peut vraiment maintenir la possession. Donc, la vision ultime, c'est que plutôt que de se connecter avec Google ou Facebook, on va se connecter avec Solid. Mais parce qu'on reste en possession de nos données, on va pouvoir venir décider de façon complètement granulaire quelle application a accès à quel type de données. Donc, la vision un peu ultime, c'est un peu comme quand on gère les notifications dans notre appareil intelligent, on a la liste d'applications, on peut aller décider de façon vraiment granulaire quel type d'application a accès à quel type de données.
Donc, c'est le même principe, mais appliqué à l'identité, donc quel type d'application a accès à quel type de données personnelles. Malheureusement, Solid, c'est un projet en cours de construction aujourd'hui. Vous pouvez y accéder à l'adresse présente, mais c'est vraiment dans les tout débuts, c'est un peu moche pour être honnête, ça ne fonctionne pas très bien. Mais il y a toute une autre série de projets dans le monde de la cryptographie, on peut penser à Civic, à Uport, à Blockstack, qui essayent tous de régler un peu le même problème de la même façon, mais chacun un peu à leur façon unique également. Mais le principe est toujours le même, c'est que les utilisateurs restent en contrôle de leurs données personnelles. Et ça va amener plusieurs bénéfices. D'abord, finir les formulaires. Je pense qu'il n'y a personne qui aime remplir des formulaires en ligne, c'est vraiment frustrant, c'est vraiment redondant. Donc, c'est cette idée-là qu'on va remplir un seul formulaire et tout va venir se connecter automatiquement à ces données-là. Ensuite, les données vont pouvoir être transmises à sens unique. Et ça, j'en avais parlé un peu l'année passée, j'avais expliqué pourquoi les cartes de crédit, c'est une technologie qui est complètement dépassée sur le plan des paiements. La raison pourquoi, c'est quand je paye avec ma carte de crédit, je viens littéralement donner le mot de passe pour accéder à mon argent au marchand, donc par exemple mon numéro de carte de crédit, la date d'expiration, etc. Et par la suite, le marchand, armé de mon mot de passe, peut venir me charger autant de fois qu'il le veut sans nécessairement avoir mon consentement. Et ça, c'est juste complètement dépassé, c'est pour ça qu'il y a autant de fraude dans le monde du crédit. Et par exemple, j'avais expliqué qu'une des innovations de Bitcoin, c'est plutôt que de donner le mot de passe pour les transactions, je viens faire une signature cryptographique qui est unique à cette transaction-là. Et par la suite, c'est impossible pour le marchand de venir chercher plus d'argent sans avoir mon consentement. Si on y pense, l'identité, c'est un peu le même problème. Quand j'utilise mon numéro d'assurance sociale en ligne pour accéder à un service, j'ai littéralement donné mon mot de passe pour mon identité gouvernementale au marchand, qui va venir stocker ça sur un serveur pas trop bien protégé, et finalement, ça va se faire hacker, il y a quelqu'un qui va partir avec. Et donc, pourquoi on n'a pas utilisé la cryptographie justement pour, plutôt que de donner le mot de passe, on vient faire une signature cryptographique qui prouve que je suis la personne qui prétend être. Et à partir de là, ben, le marchand ne pourra pas réutiliser la même information pour venir chercher mon identité en ligne. Un autre avantage, c'est que c'est beaucoup plus sécuritaire de décentraliser. Donc oui, comme je l'ai expliqué, c'est impossible. Il va toujours avoir des hacks, il va toujours avoir des piratages. On ne peut pas empêcher les hackers de rentrer dans un pod. Mais au moins, parce qu'on n'a plus toutes les pods dans le même serveur avec la même porte d'entrée, ben, on ne verra plus des cas où une personne rentre dans un serveur et repart avec 150 millions de comptes. Donc, pour voler 150 millions d'identités décentralisées, il faudrait hacker 150 millions de pods, ce qui est pratiquement impossible. Donc, ça va permettre de régler un peu les problèmes de piratage de données et de surveillance. Donc, j'ai montré comment on va rajouter toute une nouvelle série de layers à l'infrastructure du web, comme le paiement, le stockage, l'identité. Et ça va vraiment faciliter la vie des développeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on pense par exemple à une application comme Uber, ça prend énormément de différentes composantes qui viennent s'assembler pour créer une application comme ça, dont notamment un système de paiement, un système de stockage, un système de gestion d'identité. Et donc, ensuite, il y a une autre compagnie, comme par exemple Lyft, qui va arriver, qui va faire un peu la même affaire et qui va devoir recréer à nouveau toutes les mêmes composantes. Donc, il y a vraiment de la redondance sur le plan de la programmation. Et là, ça vaut la peine de porter attention, c'est vraiment ça l'idée en fait du Web 3. C'est qu'on va venir détacher ces différentes composantes-là des applications, on va les décentraliser et on va venir les redonner à l'utilisateur. Donc, oui, l'utilisateur est gagnant, mais le programmeur également, il va être gagnant, parce que donc, l'idée, c'est que les différentes applications vont venir se connecter à ces composantes-là et le travail va être fait seulement une fois plutôt que de le refaire pour chaque nouvelle application. Et si Uber et Lyft ne veulent pas utiliser ces composantes-là, ils veulent rester privés et fermés, ben tant pis pour eux, parce que la version décentralisée de Uber et de Lyft, elle va utiliser ces composantes-là. Donc ça, c'est le genre de solution qui va un peu essayer de s'attaquer au problème des monopoles en facilitant la vie des développeurs, parce que, littéralement, les différentes composantes vont être faites de façon native sur le web. Donc, maintenant, à quoi est-ce que ça va ressembler le Web 3.0? Comment est-ce qu'on navigue, comment est-ce qu'on utilise des applications décentralisées? Donc, je vais parler un peu des navigateurs. Il y a différentes façons de naviguer sur le Web 3.0. On peut penser, par exemple, à des extensions qu'on vient rajouter à notre navigateur comme MetaMask. Il y a des nouveaux navigateurs comme Brave. Il y a des portals web comme MyEtherWallet ou des applications mobiles sur nos téléphones comme Coinbase Wallet. MetaMask, ça vaut la peine d'en parler parce que je trouve que c'est une des solutions les plus élégantes qui a été développée jusqu'à présent. Concrètement, c'est une extension web qu'on peut télécharger, rajouter à son navigateur comme Chrome ou Firefox. Une fois que c'est rajouté, on va avoir notre petite icône ici dans le coin du navigateur.
Et une fois qu'on clique dessus, qu'on se connecte à notre wallet, ça va débloquer toute une nouvelle série de fonctionnalités dans notre navigateur pour pouvoir venir interagir littéralement avec les blockchains, avec les plateformes comme par exemple Ethereum. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser des applications décentralisées. Brave est un autre projet extrêmement intéressant selon moi. Donc Brave, c'est le projet de Berners-Lee, qui est une personne très importante du web. Donc c'est le fondateur de Mozilla, le co-inventeur de Firefox et l'inventeur de JavaScript également. Et donc, Brendan a créé un nouveau navigateur qui s'appelle Brave, qui bloque par défaut toute la publicité et tous les trackers web. Donc, ça en fait littéralement le navigateur le plus rapide. C'est environ 4 fois plus rapide que Google Chrome. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Brave est développé avec une crypto-monnaie qui s'appelle Basic Attention Token. Et quand j'utilise le navigateur, par exemple, pour écouter des vidéos sur YouTube, je peux cliquer sur le petit icône de triangle ici et j'ai accès à mon wallet, littéralement dans mon navigateur. Et là, je peux envoyer de l'argent à n'importe quel site web, à n'importe quel créateur, par exemple un YouTuber ou un journaliste. Je peux venir le payer pour le récompenser du contenu qu'il a créé. Et une autre fonctionnalité qui est très intéressante également, c'est Auto-Contribute. Donc, je peux décider d'un certain montant par mois, 10, 20, 30 $. Et une fois que c'est décidé, je vais naviguer avec Brave et de façon complètement automatique, passive, dans le background, le navigateur va venir payer les différents créateurs de contenu que j'utilise. Donc, Brave est aujourd'hui disponible sur tous les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, que ce soit sur Apple ou Android. Et il y a 5,5 millions d'utilisateurs aujourd'hui, donc c'est quand même un projet très légitime que je vous conseille en fait d'essayer, juste pour voir un peu comment ça fonctionne. Au final, Brave va tenter de révolutionner la publicité avec la blockchain, avec la cryptographie, pour créer une espèce de marché publicitaire où les données des utilisateurs sont protégées. Et ça, c'est vraiment le genre de projet qui va venir s'attaquer au problème de la publicité, donc réduire notre dépendance au modèle publicitaire sur le web en facilitant les paiements de façon complètement native, directement à partir du navigateur. Donc, en conclusion, aujourd'hui, j'ai présenté un peu l'évolution du web. Comment on est passé d'un web 1.0 qui était en lecture seule, qui était décentralisé mais qui était difficile d'utilisation. Comment on a vu l'apparition de grandes compagnies qui ont facilité l'accès au web, mais qui, d'une certaine façon, ont également centralisé les choses. Et comment on va voir l'apparition du Web 3.0 qui va créer des applications sans aucun intermédiaire et qui va tenter de redécentraliser le tout. Selon moi, ça va être une transition lente et presque invisible, parce que, en fait, les gros changements qui vont se passer, ça va être dans le domaine de l'infrastructure, de l'architecture du web. Pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'il va falloir apprendre à utiliser des wallets, comment interagir avec des blockchains. Peut-être qu'on va devoir changer nos navigateurs, mais pour la plupart des choses, le web va rester le même, ça va rester très semblable. Si on y pense, l'évolution de la société, c'est un peu un va-et-vient constant entre la centralisation et la décentralisation. Par exemple, dans les débuts de l'histoire de l'humanité, c'était la décentralisation, c'était la loi de la jungle, chacun pour soi. On pense à l'époque des hommes des cavernes. Et tranquillement, pas vite, les gens vont comprendre qu'en se rassemblant en tribus, en société, ils étaient plus forts, ils étaient plus efficaces. Et donc, il va y avoir un mouvement vers la centralisation des sociétés qui va culminer, par exemple, avec les monarchies, où là, on a un grand roi qui contrôle l'ensemble du royaume. Et il y a des abus de pouvoir absolument épouvantables. Les gens se révoltent, on coupe la tête des rois et on tombe dans l'anarchie, donc un retour à la décentralisation. Et après des siècles et des siècles de va-et-vient entre ces deux extrêmes-là, on est arrivé à un système qui est relativement équilibré, qui est la démocratie, qui possède à la fois des éléments centralisés comme un président, un premier ministre, et des éléments décentralisés comme un vote pour chaque citoyen. Si on y pense, c'est un peu le même principe avec l'informatique. Donc, dans les débuts de l'informatique, il y avait les grands ordinateurs, les mainframes qui prenaient un étage complet. Et donc, on a vu la faille un peu dans ça, un peu la porte d'entrée facile pour les hackers. Et donc, on a décentralisé ces ordinateurs-là avec le Web 1.0, qui était génial, mais qui était difficile d'utilisation. Et après, on a vu l'apparition des grandes compagnies qui ont facilité le web, comme Google, Facebook, Amazon, etc. Donc, c'est le Web 2.0. Et là, j'ai parlé beaucoup de ces grandes compagnies-là, mais je ne veux pas nécessairement en parler en mal, parce que je pense qu'ils ont énormément contribué à notre qualité de vie aujourd'hui, ils ont énormément contribué à la qualité du web, au développement technologique. Et l'idée du Web 3.0, c'est pas de venir remplacer ces compagnies-là, c'est pas de venir les détruire, c'est juste de venir un peu rétablir la balance du pouvoir sur le web et essayer de revenir à un système un peu plus démocratique, un peu plus balancé, équilibré.
Et ça va être quelque chose d'extrêmement important selon moi si on pense par exemple à Internet of Things, un peu cette idée que tous les objets connectés vont devenir, tous les objets dans notre maison vont devenir connectés à Internet, vont devenir connectés au web. C'est juste un exemple comme par exemple les thermostats intelligents Nest. Donc ça, c'est des thermostats qui sont intelligents, qui collectent plein de données dans notre maison. Des données parfois très personnelles, par exemple dans quelle pièce est-ce qu'on passe le plus de temps. En 2014, Google a annoncé l'acquisition de Nest, et ça a fait peur à beaucoup de gens qui se sont dit « Est-ce que Google va commencer à collecter des données dans notre maison? » Et là, le CEO de Google est intervenu, il a dit « Non, inquiétez-vous pas, on va faire attention, on va mettre en place plein de barrières, plein d'infrastructures pour protéger vos données. » Et je veux bien croire le CEO de Google, je pense qu'il est bien intentionné à la base, mais la question c'est pourquoi est-ce que je devrais me fier sur lui pour me protéger de mon thermostat? Mon thermostat, auparavant, il était bien correct, je ne partageais pas mes données personnelles sur le web. Donc, pourquoi est-ce que je devrais me fier à la promesse des grands dirigeants comme Google, comme Facebook, comme Mark Zuckerberg, pour me protéger de la technologie? Donc, l'idée du Web 3.0, c'est de transitionner d'un Web qui est don't be evil, où on doit se fier à la promesse des grandes compagnies, comme de quoi ils vont bien agir avec nos données, et de transitionner vers un Web qui est can't be evil, c'est-à-dire qu'on va venir changer les règles du jeu, on va venir changer les règles de l'infrastructure pour créer un monde, ou un Web du moins, où les abus de pouvoir seront juste pas possibles. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal de temps pour des questions, finalement. Oui, vas-y. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Allez là-bas. Oui? Quelle différence il y a entre le Web 3.0 et tout ce qui existe de peer-to-peer actuellement dans le web? La différence, je dirais, c'est qu'il y a différentes couches de technologie qui se rajoutent à ça, comme par exemple, on peut penser à la blockchain, on peut penser aux algorithmes de consensus. Mais comme j'expliquais, un des grands morceaux en fait, du Web 3.0, c'est la cryptographie, c'est le peer-to-peer. Ce sont des technologies qui existent depuis des dizaines d'années déjà. Mais quoique ces technologies-là sont constamment en évolution, depuis l'apparition de Bitcoin, par exemple, la cryptographie elle a complètement évolué, ça a été complètement transformé. Le peer-to-peer, un autre intérêt de ça, en fait, de Bitcoin, c'est que ça a ramené le focus sur ces différentes composantes-là, sur ces différentes idées-là. Donc peut-être que le peer-to-peer, il avait un peu perdu de la vitesse au cours des dernières années avec l'arrivée des téléphones intelligents, des applications mobiles. Et là, ça revient un peu au bout du jour et il y a de plus en plus de développeurs qui retombent dans ces technologies-là. Donc ça crée un peu une espèce de mouvement, justement, où les gens recommencent à développer ce type de technologie-là. Oui? Oh, mais en fait, c'est que ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Venezuela, justement, puis en Chine aussi, avec le communisme, puis le fait que les gens se tournent beaucoup vers la crypto-monnaie, parce que c'est comme un issue, une manière un peu de sauver la vie, un peu, là, de remémorer ta propre vie, puis de pouvoir t'en aller où est-ce que tu veux avec ton argent sans que, mettons, le gouvernement te fraude ou t'enlève ton identité. Mais vous, mettons, parce que, tu sais, si on pense à ça, il y a aussi des pays en Chine et au Venezuela où est-ce qu'ils n'ont juste pas accès à gérer leur wallet, puis en même temps, ils pensent juste à manger, fait qu'ils veulent pas, ils ont d'autres choses à faire que gérer leur wallet. Bref, c'est quoi maintenant les burdens? Est-ce que vous pensez que ça pourrait peut-être sauver les gens un peu du communisme ou de rendre ça un peu plus une société égalitaire comme ça, ou vous pensez que non, ça ne pourra jamais se rendre à ça, le Bitcoin ou les crypto-monnaies? Oui, je pense que la Chine déteste le concept de crypto-monnaie parce que justement, ça vient leur enlever du pouvoir qu'ils ont sur la société. Puis c'est un peu ça que je disais dans ma présentation quand je dis que la transmission de pouvoir va devenir globale, accessible à tous et en tout temps. Je veux dire, la transmission de valeur, la transmission d'argent va devenir globale, accessible à tous et en tout temps. Puis vraiment, tu sais, quand on pense à des technologies comme la cryptographie, c'est des mathématiques. Au final, quand on utilise Bitcoin, on se fie aux mathématiques. Et les mathématiques, c'est plus fort que n'importe quelle police, c'est plus fort que n'importe quelle bombe nucléaire. T'as beau essayer d'avoir une armée, 2 plus 2, ça fait quand même 4, tu peux pas changer ça. Donc, ça fait comme un peu une espèce de couche de sécurité qui est mondiale, que n'importe qui, tant que tu as un accès à Internet, tu vas pouvoir avoir accès à ça. Donc, ça change complètement les règles du jeu. C'est pour ça que la Chine essaie de bloquer le plus possible les bitcoins et les crypto-monnaies. Mais en même temps,
ils sont probablement en train de développer leur propre crypto-monnaie nationale, qui vont garder le contrôle dessus. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est une grande dynamique qui s'en vient un peu. Il va y avoir deux grandes directions, soit les monnaies contrôlées par les gouvernements, et ça fait quand même peur, parce que plus qu'on y pense, plus que la monnaie devient numérique, plus que ça rajoute des nouvelles propriétés à l'argent qu'il n'y avait pas auparavant avec le cash. Donc, le cash, ben, on pouvait le cacher en dessous du matelas. C'est possible de faire la fraude, mais d'une certaine façon, c'est également possible de se protéger. Tandis que l'argent numérique, ben, du jour au lendemain, le premier ministre peut décider de geler les fonds de toutes les personnes d'une certaine race ou toutes les personnes d'une certaine religion en un clic de souris. Donc, quand on voit la transition vers l'argent numérique, on voit un peu une transition de pouvoir qui commence à faire peur. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bitcoin, ça permet de faire de la fraude, ça permet de se sauver des gouvernements. C'est vrai, mais quand on est au Canada ou aux États-Unis, la fraude, ben, c'est peut-être mal, mais dans d'autres pays, comme par exemple, sous un gouvernement totalitaire, les marchés noirs, souvent, c'est des choses qu'on pense que ça devrait être l'accès, que n'importe qui peut avoir accès. C'est des trucs vraiment de base que les gouvernements vont venir protéger. Donc, je trouve que c'est pour ça que c'est un sujet qui est très important, justement, les crypto-monnaies, parce que quand on pense à vers où on s'en va avec la technologie de la monnaie, ça fait vraiment peur, il y a vraiment des possibilités d'abus de pouvoir. Puis le Web3, pourquoi je décide d'en parler, c'est parce que c'est des gens, des programmeurs, que ça leur tient à cœur, et ils passent leur temps pour un peu nous rendre service, d'une certaine façon, de nous protéger des grandes compagnies qui peuvent faire des abus. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, dans le fond. Donc, on voit que pour la Chine, le blockchain, c'est une menace. Pour les GAFA et compagnies de ces mondes, je suis content que tu sois un insider qui peut nous donner un point de vue peut-être intéressant. Veut pas, ils sont au sommet de leur influence, de leur pouvoir, de leur rétention des données. Alors, comment est-ce qu'ils voient le Web 3.0? Pour moi, c'est une menace. On va leur enlever une grosse partie du contrôle qu'ils ont sur notre vie, sur notre vie privée. Comment est-ce qu'ils voient ça? Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils voient là-dedans une menace? Ouais, donc je ne peux pas trop parler de Google, mais comme Google, en fait, ils ont annoncé, je pense, il y a un mois, qu'ils allaient indexer les blockchains, par exemple, de Bitcoin, d'Ethereum, donc ça va être possible de faire de la recherche sur Google, de chercher les transactions. Donc on voit déjà qu'ils voient une espèce d'ouverture à ce nouveau type de technologie-là. Facebook est extrêmement intéressant dans le sujet également. Donc, il y a eu des rumeurs depuis environ un an qu'elle allait développer leur propre crypto-monnaie. En début d'année, Mark Zuckerberg a annoncé qu'elle allait s'intéresser de plus en plus à la cryptographie et la décentralisation. Et je pense qu'en fait, il y a tellement eu de scandales avec Facebook qu'ils voient un peu, les gens commencent à se réveiller et commencent à avoir peur un peu de ça. Puis je pense vraiment, honnêtement, que si Mark Zuckerberg avait 22 ans aujourd'hui, il serait à l'école, il serait en train de développer dans ce domaine-là, justement. Et Mark Zuckerberg est très intelligent, il sait qu'est-ce qui s'en vient et il essaie de. Il ne peut pas nécessairement venir décentraliser Facebook parce que c'est une giga compagnie avec des milliers d'employés, des investisseurs et tout. Et donc, il est dans une position très difficile d'essayer de se rattacher à cette technologie-là, même si fondamentalement, ça s'en va à l'encontre de leur business model. Donc, ils ont annoncé récemment qu'elle allait créer une crypto-monnaie, qu'elle allait être disponible sur WhatsApp en premier, qu'elle allait être utilisée pour faire les paiements de rémittance, par exemple pour les gens qui ont de la famille en Inde. Et ça va être révolutionnaire parce qu'en ce moment, envoyer de l'argent dans d'autres pays, c'est extrêmement difficile. Les banques se prennent des cotes épouvantables de 20-30%. Donc, si on pense qu'on peut envoyer de l'argent à notre famille n'importe où dans le monde avec Facebook, avec WhatsApp, puis que ça va juste coûter quelques cents, ça va être instantané. Donc, déjà là, c'est quand même révolutionnaire. Mais en même temps, la question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'ils vont se garder un contrôle là-dessus? Est-ce qu'ils vont faire vraiment un truc complètement décentralisé, créé par Facebook, mais qui ne contrôle pas, mais qui est utilisé sur leur machine? Ou est-ce qu'ils vont se garder un certain contrôle et là, Facebook va genre devenir une banque? Donc, c'est vraiment une question très, très, très intéressante. Je suis extrêmement curieux de voir comment ça se déroule. Je sais que Facebook, Mark Zuckerberg est très brillant. Il a constamment un peu battu les expectations, battu les odds against him. Mais ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire dans ce domaine-là. Okay. La première, c'est comment on va régler le petit problème que l'être humain c'est mortel. On l'a vu encore cette semaine, tu perds ta clé. Fait que tout le monde qui avait une relation avec toi, ben c'est fini. C'est terminé. Voilà, tu as perdu 240 millions, ou ton hypothèque, ou ton contrat d'incorporation, des genres de détails comme ça. Comment tu vois philosophiquement qu'on règle ce problème-là? Parce que si on vient mettre des backdoors, on n'a rien réglé comme problème. De l'autre côté, je ne pense pas qu'on règle le problème de mortalité avant le problème du blockchain.
Non, c'est une question très, très, très intéressante selon moi. Puis, on l'a vu avec Quadriga, qui était le gros exchange canadien. Le fondateur est mort, entre parenthèses, puis il est parti, l'argent de tout le monde a été perdu parce que c'est la seule personne qui avait les clés, les accès. Puis comme je l'ai expliqué, ça c'est des mathématiques. Tu ne peux pas battre les mathématiques. Si tu perds l'accès, donc c'est perdu à tout jamais. Il n'y a aucun moyen de récupérer ça. Et donc, l'idée justement de la mortalité, c'est comment est-ce que tu peux mettre par exemple ta clé blockchain dans un testament. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est difficile parce que tu veux protéger ta clé, mais tu peux pouvoir la donner. Si on pense au fait que l'argent est programmable, maintenant, on peut genre venir créer des smart contracts avec différentes conditions qui vont venir exécuter la transaction en fonction de l'atteinte de ces conditions-là. Là, ça a l'air facile de dire ça comme ça, mais comment est-ce qu'on va vérifier que la personne est vraiment morte, que c'est vraiment à cette personne-là qu'on envoie l'argent? Parce que là, on tombe dans l'humain, on tombe dans la subjectivité des fois. Donc là, il y a différents projets justement qui essaient de s'attaquer à ça, comme peut-être qu'on va donner un accès partiel à l'ensemble de la famille. Donc, l'ensemble des membres de la famille vont venir confirmer, ça va venir activer la transaction. Mais là tu penses, si une personne dans la famille a oublié sa clé, donc, là, ça crée vraiment plein de conflits. Puis ça, c'est le genre de gros problème qu'il faut résoudre. J'imagine qu'éventuellement, on va finir par les résoudre, puis éventuellement, justement, plein de trucs, comme par exemple les contrats, les testaments, ça va venir complètement automatisé via les smart contracts, via la blockchain. Et ça, c'est entre autres, peut-être une petite tangente, je parlais avec des amis qui sont vraiment dans le domaine, comme par exemple Jeremy Garner, qui est un des créateurs de Aube. Et lui, il dit, les gens s'inquiètent de comment l'intelligence artificielle, ça va remplacer les jobs, mais ce que les gens ne vont pas dire, c'est comment la blockchain également, ça va remplacer les jobs. Parce que si on pense qu'on peut programmer l'argent, on peut programmer littéralement des contrats, tout ce qui est les notaires, les gens au gouvernement qui font la transmission d'argent, même sur le plan légal, je parle de, dans 20, 30, 40 ans, on est vraiment loin de ça aujourd'hui. Mais éventuellement, tous ces jobs-là vont devenir des jobs de programmeurs d'une certaine façon. Donc, vraiment, les programmeurs, c'est vraiment un beau domaine du futur. Et ça fait peur justement vers où on s'en va pour tous les autres emplois. 1 minute 54, je vais poser la grosse question philosophique. On dit donc on va remplacer les forces en place par des nouvelles forces. Historiquement, quand on fait ça, on enlève l'aristocratie en place pour mettre en place la nouvelle aristocratie. Elle est où la nouvelle aristocratie qui va financer ça? Définitivement, je ne vois personne des grandes banques faire comme nous rendre inutiles, bonne idée. Je ne vois pas non plus des grands gouvernements. Une anarchie contrôlée, mais quelle bonne idée! Franchement, ça va être fantastique. Je ne vois pas non plus, malgré toute la bonne volonté, des monopoles à la Facebook et à la Google, malgré toute l'innovation, faire comme on va faire quelque chose de tellement profond qu'on va couper nos revenus de publicité. Ça, c'est une belle chose. Donc, ça va être la source du changement. Là, tu me dis, bon, c'est vraiment qui pense à nous. Moi, j'y crois, mais pas tant. Donc, tu penses que ça vient de où? Le manpower pour pouvoir développer ce réseau-là qui va avoir la capacité de ne pas être infecté par les intérêts privés et les intérêts publicitaires. Parce que je vois peut-être qu'il y a de la publicité décentralisée pour l'instant. Tu ne contrôles pas les deux roues, tu ne sais pas les deux roues, mais super targeté, finalement, j'ai un nom. Ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense vraiment que c'est des programmeurs. Le web, en tant que tel, Tim Berners-Lee, il aurait pu mettre des brevets, il aurait pu garder ça pour lui, mais il l'a donné, il a vraiment perdu des millions et des millions de dollars. Mais au final, ça a créé cette technologie-là qui est fantastique. Et il y a beaucoup de gens dans le domaine qui font ça justement parce que ça leur tient à cœur, c'est un peu leur mission de vie. Puis en même temps, les banques, les compagnies d'assurance sont là, OK, on va faire de la blockchain, là, ils engagent des programmeurs. Puis là, les programmeurs commencent à faire ça, puis là, ils réalisent, OK, ouais, mais c'est la masse que je fais, ce qui est intéressant, c'est la décentralisation. Puis les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, ils forment littéralement la relève qui va un peu, programmer le web décentralisé, selon moi. Donc, puis là, après, tu vois des compagnies comme Facebook, en fait, c'est vraiment intéressant, mais j'ai aucune idée vers où ça va aller, si ça va être vraiment décentralisé ou pas. Les gouvernements comme la Chine sont vraiment contre ça. Les gouvernements aux États-Unis sont moyens. Il y a certains pays en Europe qui sont super pro, genre, OK, on va décentraliser notre gouvernement, ça va être parfait. Donc, chacun des pays va prendre comme une espèce de position. Puis je pense qu'éventuellement, il va comme avoir un peu une claque d'en face, que les gens vont dire, OK, genre, tu peux genre ne pas payer tes taxes avec genre Bitcoin, puis genre, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, à un moment donné, probablement que les gens vont littéralement avoir des gouvernements qui vont essayer de bloquer Bitcoin, qui vont essayer de bloquer toutes les crypto-monnaies, et d'autres qui vont un peu ouvrir les portes à ça. Personnellement, je ne sais pas, mais ça va être vraiment intéressant à voir un peu le grand mouvement qui arrive.
Merci. Merci à Tony. Merci.